Merci d'être présent avec nous aujourd'hui en cette belle fin de semaine des mères qui s'en vient sous peu. Alors, à toutes les mamans qui nous écoutent, je vous souhaite en premier lieu bonne fête des mères, joyeuse fête des mères. Aujourd'hui, on a un petit volet en lien avec notre gestion de patrimoine sur la planification successorale, entre autres, mais plus spécifiquement sur testament et mandat. Alors, nous avons Maître Natacha Hébert avec nous, qui est notaire en pratique privée. Certains d'entre vous la connaissez, mais pour d'autres qui ne la connaissent pas, elle est en pratique privée spécialisée en droit de la personne depuis 1994. Donc, on parle vraiment ici de testament, mandat, procédure d'inaptitude et aussi les règlements de succession. Elle est formatrice pour les notaires. Donc, en termes de planification simple et complexe, des testaments fiduciaires. Alors, on a quelqu'un qui enseigne aux notaires sur justement les droits de la personne. Elle a été déchargée de compte de 2005 à 2015 à l'Université de Sherbrooke et elle est une experte légale en Montérégie en prévention contre les abus envers les aînés, qui est un sujet de l'heure, durant la dernière année, on en a entendu parler. Alors, conférencière et formatrice, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à entendre parler des mythes et réalités. Alors, je laisse la parole à Maître Hébert, Natacha. Merci. Juste pour une petite, vous allez avoir dans le chat des opportunités d'écrire vos questions. Alors, on va laisser faire la présentation à Maître Hébert et par la suite, on va faire un petit sommaire des questions et on répondra à toutes les questions à la fin. Merci. Maître Hébert, Natacha, la parole est à toi. Bonjour tout le monde, je suis contente, merci de l'invitation, contente d'être avec vous. J'espère qu'on va réussir à démystifier certains mythes et réalités qui ont la couenne dure en bon québécois. Mais donc, on va essayer de faire le tour un peu avec ça. On va essayer de rendre ça un peu plus léger, même si c'est un sujet qui est parfois perçu comme étant très ardu. Donc, commençons sans plus attendre. Comme Guy vous le mentionnait, vous allez pouvoir indiquer certaines questions. Là, le virtuel, c'est parfait parce qu'on peut rejoindre beaucoup de monde. Par contre, on n'a pas le contact qui est aussi chaleureux que lorsqu'on donne une présentation, une conférence en présentiel. Donc, vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Nous y répondrons. Il y a une période de questions à la fin de la présentation. Sinon, ça voudra dire que j'aurais été plus que claire. Alors, allons-y sans plus tarder. C'est sûr que lorsqu'on parle des testaments et des mandats, on n'a pas le choix. La première chose qu'on doit faire, c'est vraiment d'essayer de venir clarifier le testament. Pour qui? Pourquoi on devrait le faire? Et comment on devrait le faire? C'est donc les trois axes principaux de la rencontre aujourd'hui. Donc, qui devrait faire ça? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pourquoi on devrait le faire? Et le comment, si ce n'est que de dire le comment du pourquoi. Alors, le premier mythe, mais avec plusieurs raisons qui nous sont communiquées au notaire régulièrement, est-ce qu'on entend, le testament, c'est pas tout le monde qui a besoin de ça. Donc, l'une des raisons qui va nous être donnée, moi, de toute façon, notaire, j'ai plus rien. J'ai déjà tout donné à ma fille. Mais vous savez, même quand on n'a plus rien, on a toujours quelque chose. Que ce soit votre chien, des meubles, votre compte de banque, que ce soit une carte de crédit, même si elle est à zéro, elle est quand même à votre nom. Vous avez quelque chose qu'on doit donc annuler, fermer au moment du décès. Vos rapports d'impôts, hein, comme l'adage le dit si bien, il y a une seule chose de sûre dans la vie, la mort et les impôts. C'est sûr qu'on va devoir procéder aux déclarations fiscales de la personne qui est décédée, même si elle nous disait qu'elle n'avait rien. Donc, qui va pouvoir faire ça? Toujours dans ce mythe-là, aussi j'entends souvent « Ah, ben regardez bien notaire, ils s'arrangeront avec ça quand je vais mourir. Moi, pour le moment, ça ne me tente pas. » Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont s'entendre? Puis qu'est-ce que vous faites aussi du respect de vos volontés? Est-ce que vous pensez qu'ils vont tous respecter les volontés? Est-ce que ce sont vraiment vos volontés? Pensez-vous qu'il n'y a pas personne non plus qui va les influencer? Hein? Oh, on sait bien, ton frère, il a toujours fait ci, tu vas te laisser faire, puis bon, etc. C'est souvent un beau nid potentiel de conflit. Et sachez bien que dans les successions, le notaire est souvent perçu comme une personne qui fait juste brasser des papiers. Honnêtement, dans ma pratique à moi, je travaille en droit de la personne, comme je disais souvent à mes étudiants à l'université.
c'est pas juste du droit qu'on fait, c'est des humains. Le droit de la personne, oui, les papiers, c'est important, mais les humains sont là et là, toutes les nuances, toutes les situations possibles, pas possibles, même après 27 ans de carrière, je vous dirais que parfois, je tombe encore en bas de ma chaise avec certaines réactions. Donc, c'est pas toujours évident de tout prévoir. Ensuite, on vient nous dire, ben de toute façon, la loi remplace le testament, tout va à mon fils si je meurs. Il faut savoir qu'en l'absence d'un testament, quand une personne décède, le testament, si j'en ai pas, il va falloir qu'il soit quand même remplacé. Je vais avoir besoin quand même d'un document. C'est un document qui va nous servir à venir dire qui sont les personnes qui vont hériter de vous en vertu de la loi. Si vous ne l'avez pas écrit, oui, c'est la loi qui le dit, mais il faut l'écrire dans un document, dire, ben, la personne est décédée, elle avait des enfants, pas d'enfants, etc. Et donc, en conséquence, la loi fait en sorte que c'est exemple, votre fils qui est unique, qui va hériter. Donc, il faut un document. Ce document-là, on l'appelle la déclaration d'hérédité. Mais si vous avez un seul fils, est-ce que c'est vraiment lui qui est appelé à hériter? Souvent, on va entendre ah oui, mais vous savez, c'est sûr là, que c'est juste mon gars. Moi, je suis divorcée, donc son père n'a pas rapport dans ma succession. OK. Mais à ce moment-là, quel âge a votre enfant? Est-ce qu'il est mineur? Est-ce que c'est S'il est mineur, le père de votre enfant, c'est lui le tuteur. Donc, c'est lui qui va représenter votre enfant dans la succession. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Il faut répondre à cette question, il faut se questionner par rapport à ça. Si votre enfant est majeur, à ce moment-là, il faut se poser la question. Il est majeur, oui, mais est-ce qu'il est quand même en âge de gérer lui-même l'héritage que vous allez lui laisser? Est-ce qu'il a 20 ans? Puis vous savez, on vaut souvent plus mort que vivant. Donc, à ce moment-là, est-ce que si vous valez, avec les assurances et tout, vous valez, par exemple, je ne sais pas moi, 500 000, 1 million, est-ce que vous voulez qu'à 20 ans, ils reçoivent 500 000 tout d'un coup, 1 million tout d'un coup? Si la réponse est oui, c'est une chose. Ça se peut que toutes vos réponses coordonnent avec ce que la loi ferait, mais il faut se les poser, ces questions-là, et s'assurer que c'est vraiment vos volontés qui vont se passer comme vous le voulez. Donc, cet enfant-là, s'il est en âge de recevoir l'argent, OK, mais aussi, il faut se poser d'autres questions. Est-ce qu'il est vulnérable, mon héritier? Que ce soit aux autres. Est-ce qu'il est susceptible d'être manipulé, de faire face à des abus? Est-ce qu'il est mal entouré? Est-ce qu'il a des troubles de comportement, que ce soit consommation de drogue? Quand je parle de troubles de comportement, on va penser souvent aussi aux jeux compulsifs. Donc, est-ce qu'on devrait léguer nos biens d'une façon à protéger ces héritiers-là, qu'on appelle nos héritiers vulnérables, pour faire en sorte que le fait de leur léguer un gros montant d'argent, des fois, on va peut-être leur nuire. Donc, il faut prévoir le comment pour être sûr que votre après va bien se passer. Donc, il y a plein de choses à se questionner et vos réponses à vous ne seront pas nécessairement celles du voisin. Et même si votre voisin a, par exemple, exactement la même situation que vous, mais il faut quand même se poser les questions parce que ces réponses-là vont être teintées aussi des valeurs de chacun, du vécu de chacun. Et les réponses, au final, seront peut-être pas finalement peut-être aussi identiques qu'on l'aurait cru à la base. Et si au moment du décès, donc, un de vos enfants était décédé avant vous, il faut y réfléchir aussi. C'est sûr on espère toujours, l'idéal, c'est qu'on meure avant nos enfants. Hein? On ne veut pas que nos enfants meurent avant nous. Par contre, la vie fait en sorte que parfois, ça survient. Donc, si votre enfant est décédé avant vous, comment vous voulez que ça soit dévolu, cet argent-là qu'on lui aurait laissé? Est-ce que vous voulez que ça s'en aille à ses enfants, donc à vos petits-enfants? Et là, les mêmes questions se posent. Est-ce que mon petit-enfant est en âge de recevoir? Est-ce que je voudrais lui donner par tranche? Est-ce qu'il est vulnérable? Est-ce que je voudrais, mon fils décède avant moi? Est-ce que je veux que ce soit la mère de mes petits-enfants qui s'en occupe? Ça se peut que oui, ça se peut que non. Donc, il faut juste se poser ces questions-là.
Ensuite, lorsqu'on se demande encore si c'est tout le monde qui a besoin de ça, il faut que, puis je reviens sur le divorce là, par rapport à votre ex, il faut bien comprendre qu'au moment d'un décès, même si ça fait longtemps que vous êtes divorcé, il faut qu'on reprenne le jugement de divorce pour le lire et s'assurer que dans ce jugement-là, il n'y a pas des obligations que vous devez encore. Donc, même si vous êtes décédé, faut régler vos dettes. Donc, par exemple, dans le jugement, on pourrait avoir vous avoir obligé de maintenir une assurance vie au bénéfice de votre ex. Et si, avec les années passant, vous avez manqué à cette obligation-là, vous avez arrêté de payer cette assurance-là, l'ex, donc, à votre décès, ne peut pas recevoir l'assurance qui était prévue dans le jugement de divorce. Mais si cette assurance-là était de 50, 100, 200 000, mais qu'elle n'existe plus, l'obligation demeure. Donc, l'ex pourrait venir réclamer ces sommes-là. Donc, il y a des choses qu'il faut vérifier au moment du décès. Donc, c'est pas clair toujours que parce qu'on est divorcé, l'ex n'aura pas un mot à dire. Ensuite, on va souvent, donc toujours par rapport au divorce, me dire de toute façon, notaire, je n'ai pas besoin de refaire mon testament parce que je suis divorcée. C'était marqué dedans que c'est tout allait au père de mes enfants, sinon à mon fils. Mais comme je suis divorcée, le divorce annule mon testament. Le divorce, ça annule pas le testament. Le divorce, ça va annuler, donc rendre caduque une donation que vous faisiez à votre ex-conjoint. Mais ça annule pas, par exemple, la nomination de votre ex-belle-sœur que vous aviez nommée liquidatrice. Ça annule pas non plus la nomination du meilleur ami de votre ex comme tuteur à vos enfants. La révision, elle reste essentielle. Il faut toujours vérifier et la plupart du temps, donc, il faut le refaire dans un contexte de divorce. C'est très important. Je vous dirais quasiment que ça devrait être obligatoire en même temps qu'on va aller chercher le divorce pour s'assurer que vos volontés sont respectées. Ensuite, on me dit, ben là, arrête de me parler de divorce. Là, moi, je suis mariée, donc le mariage me protège. Il faut que vous compreniez qu'au Québec, c'est possible qu'on déshérite un conjoint. Le mariage, ça va vous accorder certaines protections. Ça, c'est vrai pour le partage des biens au moment d'une séparation. Puis là, on s'entend, si on parle d'un décès, on ne peut pas être plus séparé que ça. Donc, au décès, il y a une séparation nécessairement. Mais là, le partage des biens qu'on fera va dépendre du régime matrimonial, etc. Parce que si votre conjoint vous a déshérité, vous êtes marié, donc vous avez des droits du mariage, mais ça ne garantit donc pas que vous êtes dans la succession. Vous avez les droits du mariage, mais pas nécessairement des droits dans la succession. Donc, pour voir qu'est-ce que vous auriez droit si votre conjoint vous a déshérité, on va regarder votre régime matrimonial. Prenez par exemple quelqu'un qui est marié en séparation de biens. À ce moment-là, il faut et aussi, on va se poser la question, est-ce qu'il s'était soustrait du patrimoine familial? Donc, par exemple, quelqu'un qui est marié en séparation de biens, on s'entend que c'est chacun ses affaires. Donc, si on se sépare et qu'on s'était exclu en plus du patrimoine familial, on n'aura pas possibilité d'aller chercher des droits suite à ça. Et aussi, si on ne s'était pas exclu du patrimoine familial, oui, on aura le droit d'aller chercher des biens, le partage des biens du patrimoine. Si les biens se qualifient à cette qualité-là, ce n'est pas tous les biens qu'on acquiert pendant le mariage qui sont partageables dans un contexte où on est marié sous le régime de la séparation de biens. Les biens du patrimoine familial, eux autres, passent avant tous les régimes et ça va être, par exemple, les résidences de la famille, les véhicules. Mais prenez, par exemple, un couple où ils n'ont rien acheté en tant que tel pendant le mariage. Tout était déjà acquis avant, sauf qu'on a un des deux conjoints qui, lui, pendant le mariage, a cotisé beaucoup dans des REER. Arrive la séparation, le divorce, voyons, excusez-moi, le décès. Le décès, le conjoint qui n'avait rien investi, ni rien acquis de bien se qualifiant de patrimoine familial pendant le mariage, décède. Ce conjoint-là, décédé, vous a déshérité. Vous, de votre côté, vous aviez cotisé à des REER. Il est possible que la succession du conjoint décédé vienne vous réclamer la moitié de vos REER acquis pendant le mariage. Donc, le mariage ne protège pas de tout et la succession légale ne vous permettra pas non plus de venir dans la succession
s'il y a un testament où on vous a... Excusez-moi, j'ai dit la succession légale, mais s'il n'y a pas de testament, il y aura une portion de droit, mais s'il y a un testament et qu'on vous a déshérité, vous n'aurez pas accès à la succession. Si je n'ai pas de testament, je vous ai dressé un petit tableau pour essayer de vous aider un peu à se résumer. On ne passera pas au travers de toutes les lignes, mais on les lit de gauche à droite. Donc, mais on prend par exemple le conjoint qui est marié, pas de testament. À ce moment-là, le conjoint aurait droit à 1/3. Si on a des enfants, à 2/3. Puis après ça, bien, chaque ligne va selon la situation qui s'applique. Si vous n'aviez pas d'enfants, mais que vos parents sont encore vivants, le conjoint a droit à 2/3, les parents 1/3. Si je n'ai pas d'enfants, pas de parents, 2/3 au conjoint, 1/3 aux frères et sœurs, sinon neveux et nièces, si les frères et sœurs sont décédés. Donc, on voit que le conjoint, avant qu'il puisse prétendre avoir la totalité de la succession quand j'ai pas de testament, mais c'est dans le milieu, vous le voyez, c'est que si j'ai pas d'enfants, pas de frères, pas de sœurs, donc pas de neveux et nièces non plus qui viendraient par le biais de ce qu'on appelle la représentation, et que j'ai pas de père et mère non plus qui sont vivants. Donc, c'est là qu'il faut être vigilant, et donc, non, le mariage ne protège pas de tout. C'est pas complet et c'est pas absolu. Il y a une certaine protection, mais c'est pas absolu. Ensuite, on me dit tout le temps, on n'est pas mariés, mais on est ensemble depuis 15 ans. Donc, aux yeux de la loi, on est traité comme si on était mariés puis avec les mêmes droits. Et c'est là, si je vous ramène à mon tableau, que les gens pensent qu'ils vont avoir droit à ce type de partage-là parce que ça fait longtemps qu'ils font vie commune. Donc, comme je vous ai dit, de un, la protection au niveau légal n'est pas parfaite, mais aussi, le deuxième plus grand mythe, c'est ça, c'est mes conjoints de fait. Donc, souvent, on va entendre, après 1 an de vie commune, les conjoints de fait ont les mêmes protections que les conjoints mariés. Il faut d'abord se poser la question, combien de temps ça prend pour être considéré conjoint de fait? Et est-ce qu'on est vraiment, ou en fait, je devrais même vous ramener s'il y a lieu, quand on vient dire que les conjoints sont considérés mariés, ont les mêmes droits, il faut bien comprendre que, et je vous ramène encore, là, je vous ramène en arrière, mais dans ce tableau-là, j'ai pris la peine de vous indiquer vraiment les époux mariés. Donc, ce qui veut dire, ou unis civilement, là, c'est un autre concept qui existe dans le Code civil, mais les conjoints qui sont mariés, c'est ceux-là qui ont des droits. Mais si vous n'êtes pas marié, vous n'aurez pas accès à ce partage-là. Donc, c'est faux de prétendre qu'on a les mêmes droits et les mêmes protections. Donc, quand on nous ramène au conjoint, on va essayer de démystifier. Quand je vous pose la question, combien de temps ça prend? Habituellement, on va me dire, ben Natacha, ça peut prendre 12 mois ou 3 ans ou 5 ans. Ces délais-là qu'on entend régulièrement, je vous dirais que ça vient en général de certaines lois on va les scinder en deux, donc les lois de nature fédérale et les autres provinciales. En général, tout ce qui est fédéral est à peu près 12, et pas à peu près, en général, tout ce qui est fédéral est 12 mois. Par exemple, les impôts. Au provincial, le délai en général qu'on va retrouver, c'est 36 mois. Je vous dirais que les délais où on va accorder, puis c'est pas tant des droits que parfois bien plus des obligations quand on pense aux impôts par ailleurs, mais où on va accorder donc de traiter un conjoint de fait sur le même pied d'égalité qu'un conjoint marié. Ce sont des lois qu'on va appeler avec un caractère social. Donc, je vous ai donné l'exemple de la Régie des rentes. Donc, si le conjoint décède, ça faisait plus de 36 mois qu'on cohabitait, on était vraiment des conjoints à ce moment-là, on pourra se qualifier pour recevoir la rente de conjoint survivant. Donc, c'est des lois qu'on va qualifier de lois à caractère social et c'est de là que nous viennent les mythes là, sur la durée, combien de temps ça prend pour être un conjoint. Les délais qui sont indiqués, 12 mois, 36 mois, c'est très variable, mais il y a aussi, quand vous avez un enfant ensemble, là, à ce moment-là, le délai peut être plus court. Donc, ça fait 8, on va être logique, là, si ça fait 11 mois que vous êtes ensemble, il y a un enfant qui naît, à ce moment-là, vous êtes qualifié automatiquement pour certaines lois
pour être traité comme un conjoint marié. Il faut faire attention, ce n'est pas toutes les lois qui sont dans les mêmes conditions. Mais en gros, là, un conjoint de fait, on est conjoint de fait du moment où on commence à cohabiter ensemble. C'est seulement qu'après l'écoulement d'un certain laps de temps qu'on a certains droits et certaines obligations, mais on est conjoint de fait du jour 1 où on cohabite ensemble. Mais le mythe des conjoints de fait, c'est vraiment pour se qualifier, le conjoint de fait, ça peut accorder certains droits. Ça ne fait pas en sorte qu'on a tous les droits, toutes les mêmes protections qu'un conjoint marié. En l'absence d'un testament, un conjoint de fait, même si ça fait 25 ans que vous vivez ensemble, il ne se qualifiera pas pour la succession de son conjoint. Un conjoint de fait, même après 25 ans, ne peut pas exiger le partage des biens qu'il aurait acquis pendant cette union-là. Et le patrimoine familial n'est pas n'est pas partageable, donc n'est pas une notion applicable à des conjoints de fait, c'est vraiment qu'aux conjoints mariés. Donc, le conjoint de fait, même après une très, très longue période, ne peut pas se qualifier. Donc, sans testament, qu'est-ce qui va se passer? De un, il faudra rédiger un document, celui dont je vous ai parlé un peu plus tôt, la déclaration d'hérédité. Il faudra nommer un liquidateur par la majorité des héritiers, ce qui n'est pas toujours facile à obtenir. Il ne sera pas possible sans testament de contrôler comment on va gérer l'argent après votre décès. Donc, si on veut faire par tranche, on ne pourra pas. Sans testament, on aura beaucoup plus de place à la discorde entre les personnes impliquées. Sans testament, on n'a pas de certitude quant au respect de vos volontés, non plus qu'à ce qu'elles sont. Quelles sont-elles vos volontés? On n'en a pas la certitude. On a les oui-dire, mais on n'est pas certain. Donc, et aussi, au moment d'un décès, c'est excessivement plus dispendieux de régler tous ces aspects-là, toutes ces problématiques-là, ces documents-là à préparer aussi que ne l'aurait été de faire un bon testament bien planifié. Le troisième mythe, c'est le mandat. Donc, souvent, on va entendre pas besoin d'un mandat de protection en cas d'inaptitude parce que de toute façon, j'ai une procuration et c'est amplement suffisant. Il faut faire la distinction. Une procuration et un mandat, si on regarde dans le dictionnaire, on va avoir à peu près la même définition. Ils ont le même but tous les deux, ces deux documents-là, c'est-à-dire que c'est vraiment un document dans lequel on va donner un pouvoir à une autre personne d'agir en notre nom. La procuration ne nous enlève pas à nous ce pouvoir-là, mais on pourra déléguer quand même le pouvoir. Par exemple, la procuration la plus connue est souvent la procuration à la banque. Donc, ce n'est pas parce que j'ai donné une procuration à mon conjoint ou à ma fille dans un compte que moi, ça m'enlève le droit de faire les transactions. Donc, la procuration, j'ai encore la capacité, moi aussi, de le faire. Donc, le moment d'application dans le temps, c'est ce qui distingue la procuration et le mandat. La procuration, c'est vraiment quand j'ai encore toute ma tête, quand j'ai la capacité moi-même d'exercer tous les mêmes pouvoirs que j'ai délégués à l'autre personne. Et donc, j'ai encore la capacité de comprendre, de vérifier et en conséquence, si je ne suis pas satisfaite de la façon dont la procuration est utilisée par la personne que j'ai nommée, je pourrais la révoquer, cette procuration-là, parce que je peux faire un exercice de jugement suffisant pour évaluer tout ça. Quant au mandat, de son côté, va vraiment dans la ligne de vie sur le moment d'application, c'est vraiment lorsque le jugement de la personne est atteint, qui fait en sorte qu'on n'est plus capable de nous-mêmes apprécier une situation, de l'analyser, la comprendre, puis qu'en conséquence, de prendre la décision adéquate, la décision éclairée. Donc, la procuration et le mandat servent au final à la même chose, mais pas au même moment. Le seul truc, il n'est pas parfait, mais que j'ai trouvé avec les années, c'est vraiment de prendre les deux mots pour essayer visuellement de s'en souvenir et de garder les deux premières lettres de chacun des deux. Donc, PR pour procuration, comme dans le mot présent. Je suis toute là, j'ai toute ma tête, je comprends ce qui se passe, je suis capable d'évaluer, etc. Et le mandat, quand la maladie est implantée, mais là, on s'entend, c'est pas une maladie où je suis clouée au lit, mais j'ai encore ma tête. C'est vraiment là, quand le jugement est atteint, je suis pas en mesure d'apprécier et de prendre des bonnes décisions. Ensuite, même inapte, souvent, on va me dire, oui, mais de toute façon, Maître Hébert, je suis mariée, c'est mon conjoint qui va prendre soin de moi, je suis mariée, c'est lui, c'est automatique. La loi ne peut pas présumer
que votre conjoint, c'est la bonne personne pour prendre soin de vous si jamais vous devenez inapte. C'est pas parce que vous êtes marié que vous êtes bien marié. On le voit trop souvent aux nouvelles, hein. C'est pas parce qu'on a choisi quelqu'un un jour qu'on pensait être la bonne personne que le temps a fait en sorte qu'on a été bien traité et que c'est une personne qui est honnête, qui prend soin de nous, qui a elle-même un jugement adéquat et tout ça. Donc, la loi ne peut pas prendre pour acquis que c'est cette personne-là la mieux placée pour s'occuper de vous. La même logique va s'appliquer à vos enfants, même si vous avez un fils unique. OK? Donc, en l'absence d'un mandat de protection, quand arrive l'inaptitude, si je n'ai pas de mandat, il va falloir qu'on ouvre un régime de protection. Et c'est là que la loi, ne pouvant pas présumer que vos enfants ou votre conjoint sont nécessairement les meilleures personnes, la loi impose une procédure avec une certaine rigidité pour essayer d'aller chercher vraiment le plus de protection possible pour la personne qui est devenue inapte et donc que le jugement est atteint de façon majeure. Il existe 3 types de régimes de protection. Il existe le conseiller au majeur, la tutelle au majeur et la curatelle au majeur. Le conseiller au majeur, allez-y dans l'ordre, c'est la gradation des pouvoirs qui est la conséquence en lien avec le degré d'incapacité de la personne. Donc, le conseiller, c'est le plus petit des régimes. C'est celui où une personne est généralement apte à faire certaines choses, mais qui a besoin d'être accompagnée dans certaines situations plus importantes, comme exemple vendre une maison. La tutelle au majeur, c'est généralement quelqu'un qui est incapable de façon partielle, par exemple, ou de façon temporaire. Quand on parle d'incapacité partielle, c'est par exemple quelqu'un qui n'aura plus la capacité de gérer les biens, donc la notion de compter, tout ça est très lourdement affectée. On n'a pas la capacité de gérer, mais qu'on pourrait peut-être aussi avoir une certaine capacité encore résiduelle au niveau de la personne. Puis là, quand on parle de capacité, c'est pas la capacité de prendre une pilule quand je dis de la prendre, c'est vraiment quand je prends une pilule, je sais pourquoi je la prends et je sais aussi quelles seront les conséquences de ne pas prendre la médication. Donc, c'est là que le jugement, voyez-vous, on va aller l'évaluer. Donc, s'habiller, manger, jaser de la pluie du beau temps, ça fait pas de la personne une personne apte nécessairement à prendre des bonnes décisions pour ses soins. Même chose au niveau de la gestion. Quand une personne veut vendre la maison, c'est pas de lui demander si elle est d'accord de vendre, si elle est d'accord de déménager, de s'en aller en résidence, etc. Donc, de répondre par des questions toujours fermées. C'est qu'on va demander, par exemple, OK, vous voulez vendre la maison, mais combien? Elle vaut combien? Quels sont vos revenus? Comment vous allez payer? Donc, c'est là qu'on va voir la capacité d'analyse d'une situation, évaluer un prix, évaluer nos revenus par rapport à la capacité de payer une résidence, etc. Donc, il y a un jugement. La curatelle va être le régime de protection qu'on va aller appliquer à une personne qui va être considérée inapte de manière totale et permanente. Donc, c'est le régime qui va donner aussi le plus de pouvoir au représentant qui va avoir été nommé. Par exemple, entre autres, là, principalement, ça va être le pouvoir aussi de vendre. Donc, une personne qui est inapte de manière totale et permanente, qui n'a pas de mandat d'inaptitude. Hein. Je vous rappelle, là, ce que je vous parle là, c'est uniquement pour ceux qui n'ont pas de mandat d'inaptitude qu'on peut utiliser au moment de la surveillance de l'inaptitude. Donc, les régimes de protection, c'est ce que la loi va prévoir à défaut de mandat. Maintenant, dans ce régime de protection-là, ça nous impose qu'on réunisse, qu'on tienne une assemblée de parents, d'alliés et d'amis. Les alliés, par exemple, c'est les beaux-frères, belles-sœurs, les gendres, les brus, etc. Les amis, c'est qu'on va étendre vraiment la notion d'amis aussi, donc les proches de la personne. Mais cette assemblée-là requiert quand même 5 personnes qui doivent participer et qui seront rassemblées pour discuter et proposer la nomination d'un représentant légal. Il n'y a aucune garantie que ce soit votre conjoint qui va être nommé par l'Assemblée. Vous l'aimez, il est beau, il est fin, il est capable. Peut-être que la famille, eux autres, ne l'aiment pas du tout. C'est le moment parfait pour eux de l'écarter étant majoritaire. Donc, le mandat viendra permettre d'éviter cette situation-là.
Aussi, dans l'Assemblée, on va nommer 3 personnes et 2 remplaçants sur un conseil qui va être, dont le but premier est de surveiller la gestion que le représentant légal va faire annuellement et de l'accompagner parfois dans certaines décisions. Et ultimement, il y aura donc, quand on est nommé, on doit dresser un inventaire, mais on doit aussi donc faire un compte-rendu annuellement au conseil de tutelle, mais aussi au curateur public, qui lui aussi peut intervenir et contester tout ça. Ça, c'est pour les régimes de protection. Curateur public sur la surveillance de conseil de tutelle, ça ne s'applique pas pour le mandat d'inaptitude. Il faut juste faire attention. Il y a une nouvelle loi qui a été adoptée. Elle entrera en vigueur, si je ne me trompe pas, c'est en juin 2022, donc l'année prochaine. Et cette loi-là, donc, il faut vraiment, là, je ne rentrerai pas dedans pour l'instant, on n'a pas eu le temps encore d'avoir tous les tenants et les aboutissants, mais il y a des grands changements qui sont à prévoir. Ça va être complètement transformé. Les 3 régimes que je vous ai présentés vont être chamboulés. Certains vont disparaître carrément. Donc, il y a des grands changements. Il y a certaines notions, comme je vous dis, qui vont disparaître, mais est-ce que tout ça va être mieux? Honnêtement, jusqu'à présent, les avis sont assez partagés. Le temps nous dira si c'est mieux, mais donc, il faut juste prendre avec un bémol tout de même les informations initiales, mais pour l'instant, c'est l'état du droit. Le 4e mythe qu'on a, auquel on fait face, c'est vraiment où on va me dire, vous savez, de toute façon, là, moi, si je suis inapte, mon conjoint puis mes enfants, là, ils vont pouvoir utiliser mes affaires parce que on est dans la même famille. Donc, mon argent, moi, on a un compte conjoint. Donc, mon conjoint, de toute façon, va pouvoir utiliser les biens pour subvenir à ses besoins puis aider nos enfants en cas de besoin, là. Ce mythe-là, on me le dit en disant, vous savez, notaire, moi, que je sois inapte ou pas, là, je reste la mère de mon enfant. Puis c'est certain que s'il y a besoin d'avoir un coup de main dans la vie, bien, comme je le ferai maintenant, il va pouvoir le faire même si je suis inapte. Donc oui, mon argent va pouvoir continuer d'être là pour aider mes proches en cas de besoin. Souvent, c'est perçu comme un patrimoine commun, mais il faut vraiment comprendre et assimiler qu'il y a un principe général qu'on ne peut pas déroger. Quand je gère l'argent d'une autre personne, l'argent de cette personne-là est pour elle. C'est uniquement pour elle que les biens doivent être utilisés. Qu'est-ce qui me donne l'autorisation? Vous m'avez donné une procuration dans votre compte de banque pour faire vos choses à vous. Est-ce que parce que j'ai accès à votre compte, ça me donne la permission de prendre de l'argent puis en donner à votre petit-fils, à votre fils, à votre conjoint, à votre ami, à votre nièce? Il n'y a pas de rien qui m'autorise à prendre les biens qui vous appartiennent pour les remettre à quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment important parce qu'il y a la seule exception possible à ça, c'est si vous avez fait un mandat de protection dans lequel vous aurez prévu cette accessibilité-là. Si vous avez fait un mandat et que ce n'est pas marqué, on ne pourra pas plus. Donc, c'est sûr qu'un enfant ou un conjoint pourrait aller chercher un jugement pour avoir accès à une pension alimentaire et tout ça. Mais ce qu'on veut, c'est d'éviter les procédures, la lourdeur. On veut vraiment faire le mandat pour éviter ces situations-là qui sont bien souvent choquantes et aberrantes. Dans le cas d'un régime de protection, ça sera impossible de permettre que vos biens soient utilisés pour quelqu'un d'autre que vous. Même si l'assemblée de famille, tout le monde est d'accord, même si tout le monde trouve que c'est aberrant de faire autrement, même si c'est même choquant, même si, peu importe les raisons, on ne peut pas. Okay? Donc, le mandat va assurer, comme le testament, la possibilité de respecter vos volontés sur la manière dont vos biens vont être utilisés pour vous et pour d'autres si vous le souhaitez. Prenez ne serait-ce que l'exemple, vous avez une maison, vous avez un duplex, votre fille reste en haut, vous restez en bas. Prévoir que si un jour, malheureusement, vous avez à être hébergé en centre d'hébergement, vous ne faites pas payer de loyer à votre fille actuellement ou vous lui chargez un loyer minime. Est-ce que si vous êtes en hébergement, est-ce que votre fille va pouvoir continuer à rester dans le haut du duplex sans frais ou est-ce qu'elle va pouvoir payer le même loyer minime?
La logique, quand je gère le bien de quelqu'un, c'est de faire une saine gestion. Donc, je ne suis pas supposée d'avantager quelqu'un d'autre. Si je laisse, si c'est moi votre mandataire ou le curateur nommé et que donc votre fille demeure là, je ne peux pas, moi, laisser quelqu'un utiliser un bien qui vous appartient sans une contrepartie juste et raisonnable à la valeur du marché. Pas, oui, mais maman, c'est ça qu'elle voulait. Oui, mais maman a toujours voulu ça de même, puis ça a toujours été comme ça, puis on est tous d'accord que notre sœur, ça continue. Je ne vous demande pas si vous êtes d'accord. Ça ne vous appartient pas, ces biens-là qu'on doit gérer. Ça appartient à maman. Donc, c'est à elle, dans un mandat, de nous dire si sa fille peut continuer d'utiliser le bien de cette manière-là. Et si je veux avantager ma fille, par exemple, que si je m'en vais en hébergement, je veux que ma fille puisse racheter ma maison dans ce cas-là, et que vous êtes prête à lui laisser à un montant, exemple, à la valeur municipale ou à un montant risible, on va l'écrire autrement. Ça va clairement être abusif. Si la fille vient acheter à une valeur vraiment sous le marché, on est en situation d'abus. Sauf si maman dit dans un document, si je suis hébergée de façon permanente, je suis d'accord pour que ma fille Natacha achète mon duplex pour le montant de 50 000 ou la valeur de municipale, que je la finance ou qu'elle me paye de telle façon. Donc, si on a vraiment des choses, des volontés particulières, il vaut mieux les prévoir dans les documents. Donc, même si on sait que c'était ça que maman voulait, il faut que ce soit écrit, sinon on ne pourra pas. Et la fille devra soit acheter à la valeur pleine marchande comme un étranger ou payer un loyer plein comme un étranger ou déménager. Maintenant, on va voir comment on fait tout ça. Au niveau des testaments, il y a 3 formes qui existent. La première, c'est la forme holographe. C'est celle qui est écrite entièrement à la main du testateur, pas par personne d'autre. C'est vraiment le testateur qui écrit lui-même. Le document, il est signé par le testateur et il n'y a aucun témoin. S'il vous plaît, faites pas une note sur une napkin puis faire signer un témoin. C'est plus compliqué que d'autres choses. Si vous voulez vraiment le faire juste à la main, c'est entièrement à la main, signé par le testateur, sans témoin. Si c'est à plusieurs pages, évidemment, préférable de signer toutes les pages. La date n'est pas essentielle, mais elle est bien utile. Elle va nous aider à savoir si le testament trouvé sous la forme holographe vient avant ou après un autre testament peut-être qu'on aura trouvé. Donc, est-ce qu'il annule un testament antérieur ou un legs antérieur? Donc, la date va nous servir, mais elle n'est pas essentielle. La deuxième forme, c'est la forme devant 2 témoins, pas 1, 2. Donc, ce document-là, lui, il peut être à la main, c'est correct. Il peut être à la dactylo, il n'y en a plus beaucoup de dactylo, mais il peut être à l'ordinateur imprimé ou ça peut être carrément un formulaire qu'on va trouver soit sur le web ou en librairie à très faible coût. Donc, ce document-là pourrait, mais s'il est fait à la main, il pourrait aussi être fait à la main par une autre personne. Donc, un ami peut le rédiger. L'important, c'est qu'il soit signé par le testateur lui-même en présence de 2 témoins, idoines, majeurs et aptes. Donc, idoine, ça veut simplement dire, c'est pour bien paraître, hein, on sort des grands mots de temps en temps. Donc, le mot témoin idoine, c'est simplement une personne qui n'a pas d'intérêt dans le testament. Donc, elle n'est pas nommée, elle n'a pas un intérêt à hériter cette personne-là. Donc, c'est des personnes qui sont neutres et impartiales, autrement dit, là, qui doivent agir à titre de témoin. Donc, ça, c'est les conditions pour le testament devant 2 témoins. La troisième forme qui est autorisée au Québec, c'est la forme faite avec un notaire, donc la forme notariée. C'est un notaire, évidemment, qui est en exercice, donc ce n'est pas un notaire à la retraite. Et c'est pas parce que vous êtes avec un notaire que des fois, vous écrivez la note devant lui en attendant de finaliser les papiers. C'est pas parce que vous y avez donné au notaire physiquement que le document il devient notarié, là. C'est vraiment le document forme notariée avec la réglementation. C'est le notaire qui signe le document avec vous dans les règles de l'art. Et ce testament-là, on dit qu'il porte minute, c'est-à-dire le numéro de contrat qu'on va attribuer consécutif à tous les contrats qu'on fait dans le cadre de notre pratique.
Maintenant, les désavantages de chacune de ces formes-là, quels sont-ils? Parce qu'il y a des désavantages pour chacune des 3 formes, mais je précise, et c'est essentiel, il n'y a que 3 formes permises au Québec. Il y a une chose que je n'ai pas indiquée dans la présentation, mais un testament, et c'est un testament par personne. C'est un testament conjoint, n'est pas reconnu au Québec. Dans les autres provinces, ça peut être reconnu, mais ici, c'est un document par personne. C'est logique aussi. Pourquoi est-ce que j'ouvrirais votre testament à vous quand votre conjoint vient de décéder? Donc, c'est vraiment un par personne. Maintenant, si on regarde les désavantages de chacune des dites formes, pour le premier qu'on a regardé, le testament holographe, évidemment, c'est la même chose pour le testament devant 2 témoins. Le risque de perte, de destruction du document. Hein, au moment du décès de maman, je trouve le testament, elle lègue la maison pour ou elle donne l'avantage à ma sœur d'acheter sa maison pour 50 000 alors qu'elle en vaut 500 000. Peut-être que ça ne fera pas mon affaire, puis oups, on va le déchirer, puis oups, il est disparu, il n'a jamais existé. Donc, le risque de perte, le risque de destruction aussi. Aussi, pour se servir de ces testaments-là, on devra les vérifier au moment du décès. Donc, on a besoin de l'original. J'ai absolument besoin de l'original au moment du décès. Si je ne retrouve qu'une photocopie, je ne pourrai pas l'utiliser. C'est comme si je n'en ai pas fait. Évidemment, il n'y a pas de conseil juridique qui accompagne la rédaction de ces documents-là. Donc, on les fait au meilleur de votre connaissance. Puis souvent, ben, il y a des lacunes importantes et les mots aussi parfois utilisés par le commun des mortels, des mots qui peuvent sembler évidents et clairs pour les gens au niveau légal peuvent avoir une autre signification. Et malheureusement, au moment du décès, ce n'est pas le sens commun qui va s'appliquer, c'est vraiment les juristes qui vont venir dire qu'est-ce que ça veut vraiment dire au niveau légal et c'est ça qui va s'appliquer. Donc, la vérification aussi dont je vous parle pour chacun des testaments holographes et devant témoin, c'est une procédure judiciaire qui est vraiment légale et judiciaire qui est très dispendieuse au moment d'un décès. En dollars d'aujourd'hui, on peut facilement compter autour de 1 500 à 2 000 les frais pour vérifier une note à la main. Donc, est-ce que ça valait la peine de faire ça pour éviter les frais d'un testament? Je pense que je n'ai pas besoin d'élaborer davantage pour faire cette démonstration-là. Donc, souvent aussi, c'est incomplet, des problèmes d'interprétation. Donc, c'est la même chose au niveau des désavantages pour le testament holographe et le devant témoin. Le devant témoin, il y a une chose qui s'ajoute, c'est qu'au moment du décès, non seulement j'aurai besoin de l'original, mais j'aurai aussi besoin de retracer au moins un des 2 témoins pour obtenir de leur part une déclaration sous serment venant confirmer qu'ils étaient bien les témoins au moment de la signature, qu'à leur connaissance, donc la personne était apte. On ne leur demande pas d'être des médecins, de se prononcer sur un état de santé, mais que raisonnablement, la personne avait la capacité donc de signer et qu'ils étaient, eux, les témoins donc majeurs aussi à cette époque-là. Au niveau du testament notarié, les désavantages, honnêtement, les seuls désavantages, c'est vraiment qu'on doit payer pour le faire. Donc, c'est sûr que holographe et devant témoin, comme il n'y a pas de frais ou presque rien pour le devant témoin, ça va régler général. Vous pouvez en faire 10 par jour. Je ne le recommande pas. Là, il y a d'autres activités plus intéressantes que ça à faire, mais c'est donc très accessible. On peut rapidement le faire. Parfois, il va arriver, même dans mon bureau avec des clients où ils doivent quitter, on n'a pas le temps de faire tout de suite le notarié, donc ils quittent, ils sont inquiets. On va faire un petit testament rapidement, vite fait, puis quand ils reviennent, on va pouvoir finaliser le processus. Mais donc, l'accessibilité pour les 2 autres est beaucoup plus facile. Et le notarié, c'est la question des frais, évidemment, aussi. À chaque fois qu'on retourne avec le notaire, il faut payer. Les avantages de chacune de ces formes-là, l'holographe, comme je l'ai dit, il n'y a pas de frais, c'est accessible à n'importe quand. On peut le modifier aussi n'importe quand. Même chose pour le devant témoin, donc c'est accessible à tout moment. Évidemment, là, ça, à 3 heures du matin, il faut juste s'assurer qu'on ait 2 témoins idoines qui vont pouvoir signer, mais donc c'est quand même relativement accessible. Puis on peut faire ça à tout moment. Au niveau du testament notarié, la liste des avantages est beaucoup plus grande. C'est les conseils juridiques qui vont être donc
fourni lors de la rédaction du testament. On va adapter tout ça à votre situation, à vous, pas à ceux des proches, pas à ceux des voisins, je veux dire, et on va adapter tout ça à votre situation, mais aussi, par exemple, notre fille qui reste au 2e étage du duplex, donc on va adapter aux besoins des proches. Si j'ai un proche qui est vulnérable, donc on va adapter tout ça. C'est valide dès que c'est signé, je n'ai pas besoin de le faire vérifier au moment du décès. Et au niveau, il n'y aura pas de risque de perte et de destruction puisque l'original est toujours conservé dans le greffe du notaire. Et comme il est enregistré au registre de la Chambre des notaires, même si un enfant trouve la copie à la maison, le déchire, il y a toujours une trace au registre et on peut, à ce moment-là, au moment du décès, obtenir une nouvelle copie. Donc, il ne peut pas donc être non plus modifié. Les formes, toujours dans les formes, mais pour le mandat, on en a 2 cette fois-ci. Il y a le devant 2 témoins et le notarié. Il n'est pas possible de faire un mandat à la main signé par vous, pas de témoin. Il faut absolument qu'il y ait 2 témoins minimalement ou sinon on le fait notarié. Donc, qu'il soit sur un formulaire, la première forme, le devant 2 témoins, qu'il soit fait sur un formulaire qu'on va trouver gratuitement sur le web ou encore en librairie, ou qu'il soit écrit à la main par vous, par une autre personne. Ce qui est important, puis là, je viens de voir, j'ai fait une erreur ici, là, j'ai marqué le testateur, mais c'est vraiment le mandant. Donc, ça, il y a une coquille ici que je n'ai pas vue. Donc, c'est le mandant en présence de 2 témoins qui sont majeurs et aptes. Oups, j'ai été trop vite. Le notarié, c'est un notaire en exercice et encore une fois, sous la forme portant minute, donc avec un numéro de contrat consécutif. Les désavantages, devant 2 témoins, on risque de le perdre, on risque de le détruire, parfois même qu'il soit falsifié. L'original est aussi requis au moment de l'inaptitude. Une photocopie n'est pas suffisante. On n'a pas les conseils juridiques associés qui vont nous permettre de nous assurer qu'on a vraiment le bon véhicule pour nos besoins. Ce document-là doit être vérifié au moment de la demande d'homologation, c'est-à-dire qu'on devra retracer au moins un des 2 témoins pour, encore une fois, venir nous fournir une déclaration sous serment, comme pour le testament devant témoin. Donc, on a besoin d'une déclaration d'un des 2 témoins. Mais il est fréquent dans ma pratique où on a dû écarter des mandats qui ont été faits sous cette forme-là parce que, par exemple, les 2 témoins étaient décédés ou j'en ai un qui est décédé, mais l'autre est atteint d'Alzheimer ou il est introuvable. Donc, si je ne suis pas capable d'aller chercher ma déclaration sous serment au moment de l'inaptitude, je ne pourrai pas l'utiliser et je vais me retrouver comme si j'en avais jamais fait avec l'obligation d'ouvrir un régime de protection. Souvent, c'est incomplet et il y a également des problèmes d'interprétation qui peuvent survenir et c'est quand même assez fréquent. Pour le document notarié, donc le mandat notarié, c'est la même chose que pour le testament notarié. Donc, oui, il est onéreux, c'est-à-dire qu'il faut défrayer pour le faire et c'est moins accessible parce qu'évidemment, on ne travaille pas à 3 heures du matin et 7 jours sur 7, donc il faut prendre les rendez-vous et tout. Les avantages, pour la forme faite devant 2 témoins, c'est encore une fois l'accessibilité, il n'y a pas de frais ou c'est minime. Puis donc, on peut faire autant de modifications assez rapidement au gré du changement de notre situation, de nos volontés. Pour le notarié, les conseils juridiques, on les adapte, c'est valide dès que c'est signé et c'est enregistré au registre des mandats qui est géré par la Chambre des notaires. Même chose que pour le testament notarié, il n'y a pas de risque qu'on vienne le perdre ou qu'il soit falsifié et on va pouvoir à l'intérieur du mandat, cette fois-ci, venir dire même si je suis vivant, là, moi je suis inapte, oui, mes biens pourront continuer d'être utilisés par mon conjoint. Oui, mon conjoint va avoir le droit de rester dans ma moitié de maison. Oui, ma fille va pouvoir continuer de rester dans le haut du duplex à tel loyer. Ou ma fille, oui, si je suis inapte et que je ne demeure plus chez moi, à ce moment-là, elle pourra se porter acquéreur de ma propriété pour un prix X ou pour un prix qui sera calculé de la façon suivante. Donc, oui, vous allez pouvoir prévoir pour plus que vous. Et ça, je pense que c'est plus qu'important dans la très, très, très grande majorité des cas. Juste une petite clarification, je vous ai parlé d'homologation, que le document soit fait devant notaire ou qu'il soit fait sur un formulaire avec 2 témoins, il devra toujours, lorsque l'inaptitude survient, être homologué, c'est-à-dire mis en vigueur. La procédure judiciaire s'appelle l'homologation, mais c'est la mise en vigueur du document qui est visée
par l'homologation. Donc, on n'est pas en train de vérifier le document, on est en train de vérifier si vous êtes inapte ou pas. Est-ce qu'il y a lieu de mettre en force ce document-là? Est-ce que la personne, son jugement est suffisamment atteint pour qu'on la considère inapte et donc qu'on mette en vigueur son mandat? Donc, la seule distinction, les deux vont devoir être homologués, mais seul le testament, pas le testament, pardon, seul le mandat devant témoin devra avoir, si vous me permettez l'expression, une petite coche de plus, c'est-à-dire la vérification de la forme du document passant, entre autres, par l'obtention d'une déclaration assermentée d'un des deux témoins, si c'est possible de l'obtenir. Il y a plusieurs autres petits critères aussi sur la forme qui doivent être respectés pour s'assurer que le document il est conforme et qu'on pourra l'utiliser dans la procédure d'homologation. Mais il faut comprendre que même s'il est notarié, oui, on devra homologuer le mandat parce que le testament, on n'a pas besoin. Le testament notarié, oui, il est valide quand vous le signez, mais il n'est pas en vigueur tant que vous n'êtes pas mort. Prouver que quelqu'un est mort, règle générale, ça va assez vite, c'est assez facile. Mais le document mandat notarié, il est valide dès qu'il est signé, mais on ne peut pas s'en servir en claquant des doigts. Il faut prouver que la personne est inapte et ça, c'est pas toujours si clair que ça. Hein. Il y a toutes les nuances de couleur là-dedans. Donc, il faut s'assurer, est-ce que la personne fait des gestes qui ne nous semblent pas adéquats ou prend pas les bonnes décisions? Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui a toujours été un peu hors norme, qui a toujours fait des choses que nous, on n'aurait pas fait, mais c'est son choix, elle comprend les conséquences et tout ça. C'est une chose versus la personne pose maintenant des gestes qui ne sont pas du tout adéquats pour elle parce qu'elle ne comprend pas la situation, non plus que les implications de certaines de ses décisions. Donc, le document notarié il est toujours valide dès la signature, mais pour le mandat, il devra aussi être homologué parce qu'on va devoir prouver l'incapacité. Donc, ça fait le tour rapidement de ces sujets-là. On va prendre vos questions, évidemment, je vous répète, via le chat. Si on a quelques questions, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir de répondre. Sinon, s'il n'y a pas de questions, je présumerai que j'ai été d'une limpidité absolue. J'espère que ça vous a éclairé sur certains points. J'espère que ça vous aura été utile. Ça m'a fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de votre participation. Maître Hébert, Natacha, merci infiniment. Peut-être voir, là, je pense que je vais regarder dans le chat, je ne suis pas sûr qu'il y avait encore des questions parce que c'était vraiment très, très clair, mais nous, on en a une qu'on a fréquemment avec nos clients. À quelle fréquence doit-on regarder ou, entre guillemets, changer le testament ou le mandat? Moi, je pense que autant je travaille, M. Daniel, vous savez très bien à quel point je peux être longue des fois avec des clients dans ces rencontres-là parce qu'il faut vraiment regarder tous les aspects de la famille, les aspects financiers, tout ça, pour s'assurer que le document, au final, qu'on va faire va tenir la route le plus longtemps possible. Ceci dit, c'est pas parce qu'on va avoir fait un travail de moine dans le dossier pour avoir le document le plus performant possible que je ne suis pas une voyante, hein, donc je ne peux pas prédire l'avenir et parfois il arrive des situations qu'on n'aurait pas pu prévoir. Mais je vous dirais qu'en règle générale, à chaque fois que survient un événement dans votre vie ou dans la vie de vos proches, hein, par exemple, j'ai un accident, je tombe malade, ça ne serait pas mauvais de relire, de reprendre le document à la maison, juste regarder rapidement les grandes lignes, la situation que je vis actuellement, est-ce qu'elle fait en sorte que je change mon idée par rapport à ce que j'avais décidé dans mes documents initialement? Mais quand je dis aussi, quand ça survient à un proche, c'est parce que, puis ça peut être des événements positifs aussi, là, que ce soit un mariage, un bébé, un petit enfant qui arrive dans la famille. Donc, des belles choses qui se passent, ça aussi, on devrait réviser juste pour voir est-ce que tout est prévu pour la situation que je vis actuellement. Mais si mon fils se sépare,
Ben, pourquoi est-ce que moi, je changerais mon testament si mon fils se sépare? Ben, peut-être que vous seriez surpris, il y a beaucoup de gens qui, dans les documents, avaient nommé, exemple, leur bru en remplacement comme liquidateur si jamais il arrivait une situation. Puis peut-être qu'aujourd'hui, au vu de la situation, au vu de la séparation de l'enfant, du comment ça fonctionne, peut-être que quand vous allez regarder, vous allez dire, ouais, peut-être que ça ne me tente plus tellement que ce soit ma bru ou que ce soit le beau-frère ou bon, etc. Donc, de regarder à chaque fois qu'il se passe un événement dans votre vie ou dans la vie d'un proche, votre sœur, elle se sépare. Pourquoi? C'est quoi le rapport avec mon testament? Dans sa séparation, est-ce qu'elle fait une dépression majeure? Elle a développé un trouble de jeu compulsif, mais vous l'aviez pour gérer l'argent de vos petits-enfants s'il arrivait quelque chose. Peut-être que là, il y a à se re-questionner. Ça prend quelques minutes juste faire le tour de vos documents pour s'assurer qu'ils tiennent encore la route. Sinon, si tout va bien, la vie, elle est calme, douce et paisible pour tout le monde, pour vous et autour de vous, je vous dirais que minimalement, vous voudrez les revoir aux 3 ou aux 5 ans minimalement. Je ne vous dis pas avec le notaire, au moins chez vous, de sortir vos documents puis de regarder. Est-ce que ça fait encore du sens avec votre situation à ce moment-là? J'aime beaucoup ça. Est-ce que ça fait encore du sens? Je pense que quand on a parlé, vous avez parlé d'adapter à votre situation, l'aspect humain qu'on ne veut pas perdre, je pense, dans un testament. Surtout là, quand je regarde toujours les dernières statistiques, là, ça fait quelques années, mais ça semble être encore le cas, que beaucoup de monde n'ont pas encore de testament, près de la moitié. Bon, plus on est un petit peu plus âgé, là, il semblerait que la strate de 65 ans et plus, on est près de 30 de gens qui n'ont encore pas de testament. Mais quand on est dans la strate de 45 à 55, il semblerait encore que la moitié des gens n'ont pas de testament. Alors, je pense que j'espère, avec ce que vous nous avez dit aujourd'hui, que les gens vont prendre très au sérieux. C'est important. Mais si vous me permettez, j'ajouterais juste aussi que même dans le cadre d'une planification avec le notaire, il va arriver fréquemment que je vais pousser la réflexion plus loin. Puis là, les gens, des fois, me disent, oui, mais là, si ça arrive, notaire, là, je viendrai vous revoir, je le changerai rendu là. Moi, je pousse toujours pour qu'on essaie de prévoir à peu près tous les scénarios possibles. Pourquoi? Parce que si rendu là, vous n'êtes pas capable, si votre fils se sépare, ça va mal, vous n'aimeriez pas votre bru, mais que vous, à rendu là, vous êtes inapte, vous ne serez pas capable de revenir me voir pour le modifier. Donc, essayez vraiment de planifier à la base de la meilleure façon possible. Puis de toute façon, tant qu'à payer, pourquoi on ne le ferait pas comme du monde? Hein? Malheureusement, j'ai eu une situation où j'ai une personne qui refusait de me donner d'informations, tant sur la situation familiale que sur les aspects financiers. Puis j'ai dit au client, je dis, écoutez, vous allez me payer le même prix si je fais bien mon travail que si je ne le fais pas bien. Mais si je ne le fais pas bien, vous allez me signer comme quoi vous allez reconnaître que vous m'avez fourni aucune information qui me permettait de travailler avec vous de la façon adéquate. Mais il faut faire les choses de la bonne manière. Il faut prendre le temps de les faire pour pas avoir à refaire ça tous les ans, tous les 3 ans avec le notaire. Ça ne vous tentera pas de venir me revoir à tous les 3 ans. Pas que je ne sois pas sympathique, mais c'est une fois qu'on le fait, on le paye, on le fait bien à la base. Puis je pense que normalement, il devrait tenir la route, mais il faut quand même être vigilant. Encore une fois, un gros merci. Vous voyez là à tous qu'on peut rejoindre Maître Hébert là, avec les numéros de téléphone, alors puis avec son adresse courriel. Fait que gênez-vous pas. On apprécie toujours là, ces présentations-là avec vous. Vraiment très apprécié. On comprend que c'est complexe. Alors, on n'est pas des experts. Par contre, n'oublions jamais, puis on le dit à tous nos clients, on pense toujours à la fin en premier, donc on commence par la fin, c'est-à-dire quels sont vos souhaits et faisons correctement notre testament et nos mandats. Maître Hébert, on est dans notre heure. Merci infiniment pour tout. Un plaisir. Merci de votre confiance. Et puis, on se reparle. Myriam, peut-être le mot de la fin, s'il y avait une dernière question qui est arrivée à la dernière minute. Sinon, Maître Hébert, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée.